Bonjour à tous, grand rendez-vous de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Dans Smart Tech, on va parler de la stratégie de la France dans ce domaine avec cette question, quelle politique publique dans l'IA mettre en place face à la montée exponentielle de tous ces algorithmes et modèles de langage. On va aussi s'intéresser à la formation continue en entreprise, comment faire, pour qui, par où commencer. Et puis l'agentique, nouvelle tendance. Tout ça, ce sera donc bien décrypté par deux experts dans Smart Tech aujourd'hui. On va aussi avoir un point de vue économique avec notre chroniqueur David Lacomblette qui va s'intéresser lui à la course aux investissements dans l'IA. Mais d'abord, je vous propose qu'on regarde ce qui se passe du côté des interfaces homme-machine avec 3 questions à 2 grands chercheurs. Vous saviez qu'on avait un champion européen ? C'est tout de suite dans Smart Tech. Dans le monde des interfaces cerveau-machine, eh bien oui, nous avons une pépite européenne qui a été créée par 2 scientifiques de renommée mondiale, lauréats de nombreux prix prestigieux. Dr Jocelyne Bloch, qui est chef du département de neurochirurgie fonctionnelle au CHUV, c'est l'un des meilleurs centres hospitaliers universitaires dans le monde. Elle est professeure associée en neurochirurgie à l'EFPL et à l'Université de Lausanne et directrice de NeuroRestore. Et avec elle, le professeur Grégoire Courtine, professeur titulaire de neurosciences et de neurotechnologie à l'EFPL également et directeur de NeuroStore. Ils sont connectés avec nous. Bonjour. Bonjour. Et je rajoute à votre CV que vous êtes les cofondateurs d'Onward Medical. Et c'est à ce titre d'ailleurs que je vous invite aujourd'hui. Onward Medical, une entreprise donc, qui développe des technologies thérapeutiques pour restaurer le mouvement, la fonction, l'indépendance chez les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière et de troubles du mouvement. Première question, est-ce que la comparaison avec le Neuralink d'Elon Musk vous amuse ou vous agace ? Un peu des deux, je dirais. Non, enfin, en gros, c'est bien qu'on parle de ça parce que c'est important qu'on mette en avant tous ces progrès en interface cerveau-moelle épinière, interface cerveau-machine. Mais ça nous agace un peu parce qu'on a l'impression d'avoir avancé différemment avec des techniques qui sont probablement un tout petit peu moins invasives et qui sont tout aussi efficaces. Et on a été les premiers finalement à faire marcher quelqu'un avec un pont digital qui permet de lire dans le cerveau pour pouvoir ensuite activer la moelle épinière et faire marcher quelqu'un qui a une lésion de la moelle épinière. C'est vrai que Jocelyne, étant neurochirurgienne, elle a beaucoup de difficultés à imaginer mettre des implants au sein du cerveau qui vont abîmer le cerveau, qui n'auront pas vraiment de longévité, alors que nous, on a une approche qui est beaucoup plus non invasive pour un neurochirurgien. On pose des implants au-dessus du cerveau et ça permet d'enregistrer le cerveau pendant des années et des années de façon très stable. D'accord, donc là vous nous parlez des différences, c'est intéressant et je voulais savoir mais où on en est finalement aujourd'hui de l'état de l'art en matière d'interface cerveau-machine et où vous en êtes vous précisément sur votre dispositif. Alors, effectivement, il y a énormément d'intérêt, c'est pour ça que vous nous parlez aujourd'hui, sur les interfaces cerveau-machine, avec aussi tout ce qui est intelligence artificielle. Il faut quand même savoir qu'on est encore dans une phase de développement où on est assez loin des vraies applications, entre guillemets, commerciales, c'est-à-dire d'avoir des gens qui vraiment bénéficient de ce type d'interface pour améliorer la qualité de vie. Cela dit, on a fait des preuves de concept qu'on pense essentielles, et on est aujourd'hui en mesure de concevoir un produit. Ça veut dire le développer, les phases cliniques de validation et d'ici, on espère à la fin de la décennie, c'est-à-dire 2030, d'avoir pour nous en tout cas le premier produit qui permettrait à des gens d'améliorer la marche. Et ces preuves de concept, comme je l'évoquais tout à l'heure, ça a été de faire marcher quelqu'un qui a une lésion de la moelle épinière avec un implant sur la région du cerveau qui enregistre l'intention de marcher et puis la faire communiquer avec un stimulateur de la moelle épinière qui va aussi ensuite activer les muscles des jambes. Et on a fait pareil pour le membre supérieur où on a aussi mis un implant dans la région motrice de la main et du bras, et puis des électrodes cette fois sur la moelle cervicale. Et ça, on le reproduit. Et c'est ça où on en est actuellement, là où on en est dans notre centre de recherche. Mais alors, quand vous dites sur la région du cerveau, c'est où exactement et quelle est l'opération chirurgicale finalement qu'il faut créer pour réussir justement à connecter le cerveau à une interface qui va lui permettre de relancer en fait des mouvements ?
Je commence par la chirurgie, va vous expliquer la connexion. Donc l'intervention, donc il s'agit d'abord de repérer. On a la chance d'avoir sur notre cortex cérébral la région qui s'occupe de la motricité est très apparente. Donc on arrive assez facilement à la localiser. Donc si je montre, ça se localise à peu près dans cette région à droite et à gauche. Et c'est là qu'on va mettre notre implant. Donc comment est-ce qu'on le fait? On ouvre la peau et puis on va faire ce qu'on appelle une craniotomie et on enlève un petit morceau d'os de 5 cm de diamètre pour le remplacer par un os électronique qui va avoir 64 électrodes qui sont capables d'enregistrer l'activité cérébrale. Et ces électrodes seront posées sur le cerveau. Elles ne seront pas dans le cerveau, mais sur le cerveau. Puis ensuite, on ferme la peau et puis tout est à l'intérieur. Donc l'implant est en place. Première implantation, voilà. Deuxième implantation. L'autre implant pour faire marcher les gens, ça a été la chirurgie sur la moelle épinière. Donc là, pareil, on ouvre la peau, soit au niveau cervical, soit au niveau dorsal, en dépendant de la fonction qu'on veut rétablir. Et puis, on va, entre deux vertèbres, glisser un champ d'électrodes. Donc, c'est 16 électrodes par champ qui vont viser toutes les racines nerveuses qui sont nécessaires à la marche ou à la mobilité du bras. Et ça, de nouveau, c'est pas dans la moelle épinière, mais c'est au-dessus de la moelle épinière. Et puis, c'est relié à un petit ordinateur, un pacemaker, qui est sous la peau aussi, qui va lui-même générer les impulsions et faire actionner le système. Maintenant, comment est-ce que les deux communiquent ? On appelle ça un pot digital, en fait, qui va transformer les pensées en action. Ok. Comment ? On n'a plus le temps en fait d'aller plus en détail sur le fonctionnement du dispositif. En tout cas, on a bien compris que vraiment on détenait une pépite française. Je voulais préciser que votre société est basée en Europe, côté Euronext, Paris et Amsterdam, mais vous avez aussi un bureau à Boston. Donc j'imagine que toucher le marché américain, c'est un peu le Saint Graal quand même. Absolument. Il faut qu'on aille rentrer en compétition avec Elon Musk. Voilà, c'est ça. Eh bien, écoutez, on vous attend. Merci beaucoup à tous les deux pour vos explications. Docteur Jocelyne Bloch et professeur Grégoire Courtine d'avoir été avec nous, donc cofondateur d'Onward. Merci encore. La stratégie de la France en matière d'IA est-elle la bonne ? Comment on va penser ces nouvelles politiques publiques à l'ère de l'IA et de tous ces développements technologiques ? Et puis la formation de tous, à tout âge, on fait quoi ? On fait comment ? Et cet agentique AI dont on nous parle comme une nouvelle tendance, qu'est-ce que c'est exactement ? Voilà les sujets qu'on va aborder aujourd'hui avec mes deux expertes en plateau. Véronique Sobo, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Simplon, qui est un organisme de formation dont la mission est vraiment de démocratiser l'accès aux compétences numériques et aux métiers de la tech. Et donc, vous êtes très engagée sur cette question de la formation en matière d'intelligence artificielle. À côté de vous, Muriel Popa-Fabre, bonjour. Bonjour. Experte en traitement automatique du langage au Conseil de l'Europe, vous intervenez sur les questions de réglementation de l'IA et de protection des données. Alors, on commence avec peut-être ce rapport, un rapport parlementaire qui nous vient de l'OPEX, avec cette question posée par 3 sénateurs, Sabatou, Chaise et Narassiguin. ChatGPT et après, bilan et perspective de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de choses sur les enjeux économiques, politiques dans ce rapport, culturel aussi et scientifique. On peut peut-être démarrer sur la partie formation, puisqu'il y a un point vraiment très détaillé là-dessus. En tout cas, transformation du travail, avec la nécessité de mettre en place des politiques publiques, nous dit-on dans ce rapport. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place comme politique publique pour accompagner cette transformation, selon vous ? Alors effectivement, ce rapport dédie toute une partie à l'évolution du marché du travail avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que par rapport aux peurs potentielles du grand remplacement par l'IA, le rapport souligne qu'en fait, plus que de supprimer un certain nombre d'emplois ou de remplacer des emplois par l'IA, il va y avoir plutôt une transformation profonde du marché du travail. Ça me semble assez intéressant. Et cette transformation profonde, évidemment, ça signifie qu'il faut que les salariés dans les entreprises soient accompagnés, mais aussi, alors ça c'est pour les salariés qui sont déjà des adultes, mais aussi qu'on accompagne tout au long de la vie, de l'école,
en passant par l'université, puis au-delà, toutes les populations, et qu'on fasse de l'acculturation. Alors ce rapport est intéressant parce qu'il a formulé un certain nombre de recommandations, il y en a 18, me semble-t-il, ou 25, enfin, et la 9 et la 10 sont dédiées sur ce sujet. Comment est-ce qu'on acculture et cette acculturation, on pourrait peut-être en France un peu s'inspirer de ce qui est fait en Finlande, où ils ont commencé depuis déjà pas mal d'années à acculturer, à sensibiliser, démystifier en fait. Il faut démystifier un peu l'IA qui fait peur aussi beaucoup. Mais ça, cette acculturation, elle ne dépend pas du politique. Ben non, elle ne dépend pas que du politique. Hein. Ça peut se faire en entreprise. Ça peut se faire effectivement en entreprise. Alors, ça peut être décidé aussi par des instances type l'éducation nationale, l'éducation de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, il y a quand même une petite partie politique pour flécher peut-être un certain nombre de soutiens budgétaires, d'investissements. Mais il y a aussi un gros besoin de formation dans les entreprises. Hier, j'étais à une séance d'acculturation dans l'enceinte du Conseil régional de l'Île-de-France, où on avait 400 personnes qui sont arrivées le matin à 9h pour se faire former. Et j'ai été surprise de voir qu'il y a beaucoup d'intérêt. 450 personnes à 9h du matin au Conseil régional de l'Île-de-France à Saint-Ouen qui étaient très intéressées. Vous voulez dire c'est rare disons que j'étais surprise de l'engouement. Et ce qui m'a aussi beaucoup surprise, c'est que finalement, au-delà de l'appétit qui est souligné par cette présence et cette participation, il y a aussi, plus que de l'appétit à comprendre, il y a déjà un bon taux d'utilisation. Donc ce qui me semble aussi très important, c'est un peu d'encadrer cet apprentissage. Parce que utiliser ChatGPT ou Pou.com ou Perplexity, ça s'apprend. Et on pourra éventuellement y revenir. Et ça ne se fait pas n'importe comment. Il peut y avoir un certain nombre d'écueils. Et il y a un certain nombre de règles à respecter. Voilà, donc ce rapport, de ce point de vue-là, très intéressant quand même. Alors, je voulais vous faire réagir, Muriel, sur plutôt la partie régulation, réglementation. Le rapport nous dit, on doit éviter que l'Europe devienne une colonie numérique, si ce n'est pas déjà le cas, en tout cas. L'Union européenne mise sur la régulation de l'IA, mais cela reste insuffisant. Voilà ce que nous disent les 3 sénateurs après avoir procédé à de nombreuses consultations. Vous êtes d'accord avec ça ? Alors, moi, je pense qu'il y a à la fois une partie qui doit être jouée par la régulation, mais aussi une partie qui doit être jouée par la création d'un écosystème qui puisse avoir des réponses pertinentes pour arriver chez les utilisateurs. Il y a une question de fond de comment l'Europe va réussir à créer des produits qui correspondent à ses valeurs et à son éthique. Et de ce point de vue-là, je trouve que ce type de rapport est extrêmement positif parce qu'il imprime... si vous voulez, le fait qu'il y ait ce dialogue entre le Parlement et ce qui est développé dans un gouvernement est fondamental parce que ça imprime une marque démocratique à la gouvernance de l'IA. C'est extrêmement important que nos institutions préservent cette capacité de dialogue sur des enjeux qui sont à très très grande échelle comme la gouvernance de l'IA. Donc c'est aussi ce qui se passe au niveau européen. Le Parlement européen a créé un groupe de travail pour superviser l'implémentation de la réglementation européenne et notamment l'action de la Commission. Donc il y a quelque chose de très important que je trouve qui se passe aussi par la formation. C'est de renforcer le jeu démocratique par la compréhension des utilisateurs de cette technologie. Parce que là, cette 3e vague, avec la façon dont elle a imprimé le langage comme interface, fait qu'en fait, on est de plus en plus devant des questions d'utilisateur final et d'enjeux éthiques sur l'utilisateur final. Et les entreprises sont un relais de cette formation. Et c'est pour ça que je pense que c'est aussi important que les gouvernements aient une politique d'éducation, parce que c'est la citoyenneté, en fait, qui est aussi en jeu. Alors, il y a cette question... alors, effectivement, d'ailleurs, le rapport fait état de l'absence de représentants parlementaires dans le pilotage du sommet de Paris sur l'IA. Donc, il y a un souci. Effectivement, ça intéresse beaucoup de monde, cette question de l'IA, y compris le politique qui a envie de s'y engager. Tant mieux, on peut s'en réjouir. Mais ils disent aussi en matière de réglementation qu'on a une approche par les risques uniquement, qu'il faut sortir de cette approche. Est-ce que vous avez ce sentiment aussi qu'en Europe, on aborde l'IA uniquement par les risques ? Alors, disons que la façon dont cela s'est matérialisé en France en termes de gouvernance de l'IA, c'est le travail de fond de création d'un écosystème. Donc, j'ai
pas l'impression, la façon dont en Europe on constitue par exemple l'office de l'IA, enfin le bureau de l'IA, c'est de créer une partie qui gère les risques et 3 branches qui gèrent AI for Good, qui gèrent le financement en quadruple, enfin avec des augmentations quand même assez importantes de financement dans l'innovation. Donc pour ce qui est de la France, moi je suis impliquée au niveau plutôt international de façon générale, professionnellement, mais par contre j'ai participé à France 2030 et j'ai évalué un peu plus d'une quinzaine de projets de financement, et ce que je vois, c'est que dans un indice comme le Global AI Index, la France est passée de 2023 à 2024 de la 13e position à la 5e position. Donc, merci pour les bonnes nouvelles. Cette capacité de créer un écosystème est quand même là, et l'Europe veut s'en inspirer. Donc, je pense qu'en fait, on est en train d'avoir tous les éléments pour avoir des vraies réponses qui peuvent atterrir chez les utilisateurs, et donc on n'est pas que dans les risques. Bon, et tant mieux. Et puis, si je peux me permettre de compléter, je trouve que cette approche qui est aussi de déployer l'intelligence artificielle dans les entreprises, elle ne se fait pas avec l'approche des risques. Enfin, elle se fait un peu avec l'approche des risques, mais elle se fait surtout avec l'approche des opportunités et l'identification des cas d'usage. En fait, les entreprises qui commencent à déployer l'utilisation de l'intelligence artificielle, elles cherchent des cas d'usage. Et des cas d'usage avec l'IA, il y en a plein. Sur de la production de contenu, sur l'intelligence documentaire, sur les agents conversationnels et tout ce qui est interactif. Et donc ça porte aussi l'ensemble d'un écosystème vers un IA plutôt orienté opportunité que risque. Je vais rajouter un petit risque aussi, c'est l'uniformisation cognitive, parce que ça aussi c'est bien souligné dans le rapport. Il y a un risque d'accentuer fortement l'hégémonie culturelle des États-Unis. Donc il faut qu'on soit offensif en matière d'infrastructure, de création de modèles de langage. Mais comment est-ce qu'on fait pour lutter contre cette hégémonie culturelle dans l'IA ? C'est possible, ça ? Je pense Vu l'avance qui est prise aujourd'hui par ces grands modèles. Je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible par une vraie culture de la donnée et surtout une culture de l'évaluation. C'est-à-dire qu'on se rend compte de façon assez intuitive qu'il y a une hégémonie culturelle et même linguistique par moment. On s'en rend compte avec quelques études qui sortent aux États-Unis, de grandes universités. Mais par contre, on ne s'est pas encore donné les moyens d'avoir des observatoires. Et je pense que la culture de l'évaluation est déterminante en entreprise, parce que ce sont des professions qui ne sont pas habituées qui n'auraient pas adopté l'IA autrement, et qui du coup n'ont pas toute cette culture industrielle d'évaluer les outils. Et pour être bien certain que même un outil de génération d'images pour des jeux vidéo n'a pas uniquement ces personnages et ces avatars qui rentrent dans des boulangeries remplies de donuts, par exemple, ou que les rues ressemblent à Cracovie, par exemple. Donc il y a tout un enjeu culturel derrière l'IA générative, même d'un point de vue visuel, que je pense qui est en train de surgir tout doucement au niveau des ministères de la Culture européens. Et qui passe par une culture de la donnée et de l'évaluation. Et ça va être un des sujets d'ailleurs du sommet de Paris, la culture. En revanche, il n'y a pas l'éducation. Eh oui, Véronique. Non, mais alors justement, par rapport à cette question de l'uniformisation, pardon, je vais y arriver. Pas facile. L'uniformisation de la pensée, parce qu'effectivement, ces modèles de langage sont basés sur le texte anglo-saxon qui est diffusé sur Internet. Donc, c'est la réalité de la matière première, et il est très, très largement anglo-saxon. Donc, mais c'est pour ça que c'est très important de garder son esprit critique par rapport à l'utilisation de ces outils. Et la formation, ça sert à ça. C'est en tout cas la formation telle qu'on la pense en France et de façon quasi universelle, c'est de comment je garde mon esprit critique par rapport à ce que me sort ChatGPT et les potentielles hallucinations ou biais de conclusion. Alors après, les questions qu'on se pose aujourd'hui, est-ce qu'on va se les poser demain de la même façon ? Parce qu'il y a une nouvelle tendance et je voulais en savoir plus. Qu'est-ce que c'est que cette agentic AI ? Muriel. Alors, c'est vraiment
la tête de proue de l'arrivée de l'IA vraiment dans l'entreprise. Parce qu'il y a 2 avantages fondamentaux à ces systèmes qui orchestrent plusieurs briques, à la fois d'IA générative, mais aussi de moteurs de recherche ou d'automatisation de tâches de paiement. Donc c'est quelque chose de très très global. C'est une architecture qui va permettre à différents éléments d'interagir. Et donc ça a 2 avantages fondamentaux. Le premier, c'est que ça garde beaucoup plus le contrôle. On a beaucoup plus une idée avec des règles précises. Ça, c'est contre-intuitif parce qu'on se dit, justement, si la machine, le logiciel parle au logiciel sans intervention humaine, on aura moins de contrôle. Vous me dites non. Alors, au moment du développement, on a beaucoup plus de contrôle. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut beaucoup plus prédire quelles vont être les interactions entre les différents éléments. On va pouvoir prédire à quel moment il faut lancer une recherche sur Internet ou pas, parce que votre base de données d'entreprise n'a pas cette réponse. Donc, il y aura beaucoup plus de contrôle dans la partie de développement. Il y aura aussi beaucoup plus d'adaptivité. Donc, c'est là, à mon avis, qu'on va avoir les vrais cas d'usage pour l'éducation. Parce qu'on va avoir une possibilité d'adapter beaucoup plus au parcours d'apprentissage et d'insérer de la théorie de chaque élève. Ouais. Et notamment de challenger le savoir de l'élève avec des méthodes qu'on appelle socratiques. Donc ça va être 2 éléments. Il y a un mais. Il y a un mais, et notamment, c'est un mais qui nous occupe pas mal dans un comité dans lequel je suis au Conseil d'Europe sur la liberté d'expression et l'IA générative. C'est qu'il y a 3 semaines, l'université de Stanford, un labo de l'université de Stanford sortait une étude qui faisait écho à une autre étude de 2023 sur la simulation de personnalité. Et donc, il y a 1000 personnes qui ont participé à une interview guidée par IA à l'oral de 2 heures. Et après, sur la base de cette information, on a enrichi la mémoire d'un système agentique. Et on s'est retrouvé à pouvoir simuler les traits de personnalité, les choix et les réponses de ces 1000 personnes sur des questionnaires longs. Vraiment, c'est beaucoup de données. Ce n'est pas une étude qui est juste tape à l'œil. Et de pouvoir prédire avec 85% de précision les traits de personne, les choix et les choix aussi d'envie, de besoin que ferait chaque personne sur des questionnaires qui n'étaient pas inclus évidemment dans les 2 heures d'interview. Donc on est dans un système en fait où vous pourrez avoir un agent IA, et donc ça c'est un peu en dehors de ce que dit Gartner sur l'entreprise, c'est vraiment sur les usagers qui arrivent chez le consommateur. Vous pourrez avoir quelque chose qui approxime et simule bien votre personnalité dans des achats de manière assez autonome. Ça va être magnifique pour le commerce, ça. Oui, vous pourriez, par la exemple, publicité ciblée. Vous pourriez demander à ChatGPT de faire l'achat de votre billet de train et de payer avec choisir la destination à votre place, etc. de nos vacances. C'est formidable, mais bon. Ça pose quelques questions et puis il y a quand même un gros chantier d'adoption d'abord des intelligences artificielles génératives avant ça. Mais c'est prospectif et c'est amusant. Oui, puis ça commence à arriver quand même. Donc il faut pas, ça va tellement vite que voilà, il faut pas freiner à s'y intéresser. Une start-up française qui travaille sur le sujet qui a pas mal fait parler d'elle, qui a levé des fonds de 120 millions au printemps, qui s'appelle H à Paris, qui travaille. H Compagnie, qui travaille sur le sujet. Qu'on va recevoir bientôt. Tout à fait, voilà, vous savez tout. Merci beaucoup à toutes les 2. Muriel Popa-Fabre, experte en traitement automatique du langage au Conseil de l'Europe, et Véronique Sobo, directrice générale de Simplon. Merci encore. On va parler maintenant de la course à l'investissement dans l'IA. Rendez-vous avec l'économie numérique, c'est le point de vue de David Lacomblède, le président de la Villa Numérisme. Bonjour David. Bonjour Delphine. Alors, en 2024, je vais commencer par des chiffres. En 2024, aux États-Unis, 44 startups ont levé chacune plus de 100 millions de dollars. xAI, le projet d'Elon Musk, vient de lever 6 milliards. Au printemps, OpenAI avait également levé une somme de 6 milliards pour atteindre une valorisation de 150 milliards. Ça fait beaucoup de milliards tout ça, donc c'est la course aux investissements, là, notre sujet du jour.
Effectivement, faire des IA, ça coûte cher. Les solutions sont gourmandes en cash. Voyez plutôt, pour faire une bonne solution, il vous faut du matériel, des infrastructures pour développer et entraîner des modèles et quelques cerveaux rares. Tout le monde se les arrache, donc ils sont chers pour la recherche et le développement. Vous voulez la liste des courses ? Un petit peu. Il va vous falloir des data centers pour héberger et offrir une continuité de service. Alors vous allez me dire, c'est aussi vieux que le web, certes, mais là, les infrastructures sont conséquentes. Ensuite, il vous faut des cartes graphiques pour assumer la puissance de calcul. Et là, il y a un petit X, c'est qu'il n'y a qu'un seul acteur qui est très dominant, Nvidia, et donc qui fait monter les prix. Ensuite, une fois que vous avez ça, vous êtes un peu comme une poule devant une cuillère parce que sans data, il n'y a pas d'IA. Faut-il encore aller les chercher, les extraire, les raffiner, les nettoyer, les organiser, les gérer? Et vous voyez au fur et à mesure que l'addition augmente. Et enfin, vous allez pouvoir commencer à former vos modèles. Ça va demander plusieurs mois. Et en attendant, il faudra bien maintenir les infrastructures, les mettre à jour, les stabiliser, et avec autant de personnes pour cela. Et à chaque fois que vous sortez une nouvelle version, c'est comme si vous repartiez à l'origine et que vous créiez une nouvelle société, d'où cette addition salée. Bon, pour autant, OpenAI, par exemple, table sur un chiffre d'affaires de 3,7 milliards cette année, milliards d'euros ou de dollars d'ailleurs ? 3,7 milliards d'euros de gains, 5 milliards de dettes. Et donc, on voit bien que OpenAI, qui a été le premier, il y a 2 ans de cela, à sortir, à dégainer une IA générative, n'a pas raflé pour autant le marché. La concurrence s'organise. Les désormais anciens, Google avec Gemini ou Meta avec Llama, s'organisent et ne s'en laissent pas compter. Et il y a beaucoup de solutions spécialisées. Vous parliez de 44 startups. C'est autant de solutions tout à fait intéressantes. Et effectivement, nous sommes des consommateurs zappeurs, alors on passe de l'une à l'autre. Et en plus, on est très habitué à l'illusion de la gratuité. Donc, on se garde peut-être d'aller payer trop vite ces solutions. Absolument. Puis alors, si on regarde en Europe et en France, les investissements, on n'est pas du tout dans les mêmes échelles. Est-ce qu'il vous semble que la course est perdue ? Alors, c'est pas honteux. De ce côté de l'Atlantique. La guerre n'est pas perdue parce qu'elle ne fait que commencer. Alors, il va falloir choisir ses batailles. Mistral AI a fait la plus grosse levée en intelligence artificielle au printemps. C'était sa 3e levée à près de 500 millions de dollars. Pour d'ailleurs partir à la conquête des États-Unis. Poolside, il y a quelques semaines, a levé également une somme approchant les 500 millions de dollars. Poolside, c'est une IA générative destinée aux développeurs. Mais quand je dis qu'il faut choisir ses combats, s'il y a un an, on s'était retrouvé ici, on aurait parlé d'Alep Alpha, qui était un peu l'équivalent de Mistral AI en Allemagne. Faute de cash, ils ont dû revoir drastiquement leurs ambitions et pivoter. Quand je dis qu'il faut choisir ses combats, certainement faudra-t-il trouver des solutions à l'image de l'Europe, un peu plus agile, avec une capacité finalement d'assumer le bazar, mais au-delà, plus robuste, plus respectueuse de l'environnement. Et après tout, on n'a pas besoin d'un couteau suisse en permanence pour faire des tâches très précises. Et c'est certainement la voie que l'Europe devra suivre pour faire avec un peu moins de moyens, certes, que ses rivaux. C'est autant de chances à faire fructifier, me semble-t-il. Merci beaucoup, David Lacomblette, président de la Villa Numéris. Merci encore. Et merci à vous de nous suivre. C'était Smart Tech que vous regardez sur la chaîne Smart for Change. Vous nous écoutez aussi en podcast. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires et aventures sur la tech.